messieurs les membres du jury. Nous sommes ici aujourd'hui face à une accusation explosive portée contre M. Oppenheimer, mais laquelle, en fait, peut être réduite en une reproche très simple. Ce génie de la science atomique est accusé pour avoir reçu de la vie de l'uranium et de ne pas avoir fait de la limonade. Nous ne pouvons nier l'horreur absolue causée par l'arme nucléaire sur Hiroshima et Nagasaki. Nous admettons que c'est un crime contre l'humanité. Mais ce que nous devrions faire, c'est juger pas un homme, mais une époque et une décision prise dans le contexte le plus tenu du XXe siècle. Votre honneur, mon client était juste un physicien qui se trouvait mêlé dans un village le plus explosif de la science et de la politique de l'histoire. Il ne s'est pas réveillé un matin en se disant « Vous savez ce qui serait génial? Construire une bombe qui va détruire le monde. » Non, c'est la guerre qui l'a fait sortir de la salle des conférences de l'université de Berkeley et aller au laboratoire de Los Alamos. En décembre 1941, le Japon, la victime de cette histoire, lance une offensive sur la base américaine navale de Pearl Harbor. Immédiatement après, les États-Unis entrent en guerre, et cela sous la stratégie nucléaire dont Madame la procureure accuse mon client. Mais 2 années auparavant, en 1939, une célèbre lettre d'Albert Einstein, mise sur la table du président des États-Unis, Roosevelt, révèle les secrets déjà connus par les ennemis des États-Unis, les Allemands, que l'élément uranium peut déclencher une réaction en chaîne et devenir la source d'une bombe d'une puissance inimaginable. Cette lettre a déclenché la décision de Roosevelt de commencer les recherches sur la création des bombes atomiques. Peu avant sa mort, Einstein est confessé avoir regretté pour avoir signé cette lettre. Alors, Einstein pourra être considéré comme coupable pour la création de la bombe atomique. Mais on ne trouve pas ce nom dans les mémos de l'accusateur. Il semble que Madame le procureur est fan de la théorie de la relativité, car pour elle, la relativité s'applique partout, même dans le tribunal, où la vérité prend différentes formes selon les besoins de l'accusation. Oppenheimer a été recruté lors d'un entretien dans un train avec le général américain Leslie Groves. Pendant ces discussions, Oppenheimer ne discute pas de la politique, il ne donne des idées de stratégie de guerre. Il juste donne des explications très simples sur ce qu'on peut concevoir une bombe selon la célèbre formule d'Einstein. Groves réalise qu'il a devant lui le candidat parfait et lui fait alors une proposition de signer le pacte avec le diable. Oppenheimer accepte de diriger le projet Manhattan, non parce qu'il rêvait du feu d'artifice de fin du monde, mais parce qu'il croyait contribuer à la sécurité nationale et au maintien en première ligne de la recherche nucléaire avant les Allemands. Oppenheimer est en fait un pacifiste convaincu, à l'instar de la plupart des physiciens de son temps. Seule leur recherche fondamentale suscite leur intérêt, car tout est à explorer. Mais, malgré l'idéal d'un monde de recherche scientifique, libre et sans contrainte, les scientifiques ne peuvent ignorer les répercussions de leur travail sur la société et peuvent se voir impliqués dans les affaires de l'État.
De même que pour construire des avions de combat, l'État a besoin des ingénieurs, des scientifiques. De même, ils ont besoin pour une bombe. Quelle sera la différence? Après 3 ans d'efforts et de ressources considérables déployés pour le déroulement du projet Manhattan, il s'agit de 2 milliards de dollars, 4 000 de personnes impliquées. En mai 1945, l'Allemagne capitule. L'ombre du conflit interne semble voiler le regard bleu d'Oppenheimer. Il demeure incertain sur la nécessité de continuer le projet Manhattan. Il est réticent à l'idée de fabriquer des armements, des structures qui pourraient être utilisées dans les conflits futurs et qui possiblement peuvent détruire l'humanité entière. Cependant, le Pentagone n'est pas d'accord avec cette perspective. Selon les intentions des officiels, les bombes tueront les civils, diminueront le moral de tout le pays, mettant fin à l'effort de la guerre. Pour le physicien Oppenheimer, cette idée est une torture. Ils ne peuvent avoir sur sa conscience des morts. Mais ils refusent de s'opposer à l'idée du gouvernement grâce à ses valeurs, loyauté et patriotisme. Oppenheimer n'avait pas le pouvoir de décider l'utilisation des bombes. Il avait autant de mots à dire sur l'utilisation des bombes que j'ai mon mot à dire sur le choix de film de vendredi soir avec mes enfants, c'est-à-dire pas grand-chose. Sortir d'une mission gouvernementale de telle taille et surtout secrète aurait donné à Oppenheimer un seul choix, celui de rejoindre les Japonais et attendre l'imminente bombe tombée sur son chapeau façon Indiana Jones. Ce choix de bombarder les villes japonaises n'était pas seulement du malicieux Truman ou, si quelqu'un insiste, d'Oppenheimer. C'est le peuple américain qui se sentait menacé d'être utilisé comme ingrédient pour souche par les Japonais. Un sondage réalisé immédiatement après la bombardement a révélé que 85% des Américains approuvaient l'utilisation des bombes sur les villes japonaises. Et surprise, 29% des Japonais ont été d'avis que les attaques ont été justifiées. Encore un détail, Oppenheimer n'est pas un magicien. Il n'a jamais tiré une bombe de son chapeau. En fait, les bombes étaient le produit d'une gigantesque opération industrielle, technique, militaire, dans laquelle ont été impliquées 4 000 personnes. Alors, il n'y a pas vraiment eu de père de la bombe atomique. Après la détonation des bombes, Oppenheimer fumait constamment. Il est devenu un homme triste pour le reste de sa vie. Son éloquence et son charme se sont évaporés. Rongé par un remords toxique, il a été profondément marqué par les ravages causés des bombes sur les villes japonaises. C'est Oppenheimer qui a demandé à quitter la direction scientifique du projet Manhattan, car il a compris que sa participation ne sauverait les États-Unis qui étaient déjà engagés dans une réaction en chaîne déjà non contrôlée des armes nucléaires. Trop tard, dirait l'accusateur. Non, il est trop tard d'accuser une personne après 60 ans de sa mort. Certes, il y a eu des cas dans l'histoire où ces personnes décédées ont été jugées. Un exemple de ce procès est le Pope Formose au IXe siècle, où son corps a été exhumé et mis sur les bancs des accusés. Après le lancement des bombes, Oppenheimer plaide pour une réglementation plus rigoureuse de l'armement nucléaire et a plaidé contre la bombe à hydrogène qui est beaucoup plus puissante et destructive. Lors d'un rendez-vous avec le président Truman, Oppenheimer se plaint d'avoir du sang sur les mains. Truman a répondu que ça ne regardait Oppenheimer et que si quelqu'un avait les mains ensanglantées, c'était le président. Comme le président Truman l'avait si perspicacement souligné,
Peut-être devrions-nous interroger les politiciens responsables de largage de la bombe et pas les pauvres ingénieurs qui les ont assemblés. Ah, et l'accusation se heurte à des subtilités temporelles, la non-rétroactivité de la loi. Les bombes ont été larguées à une année, en avant que le crime contre l'humanité ne soit formellement défini par le tribunal de Nuremberg. L'implication d'Oppenheimer dans le projet de la bombe atomique peut soulever seulement des questions d'éthique et de la morale. Allons, alors, renvoyons ce débat au comité d'éthique, au département de philosophes. Monsieur le Président, Mesdames et membres du jury, refusez aujourd'hui de juger un scientifique qui a été poussé dans les méandres d'une époque turbulente. Je suis sûre que toute personne présente dans cette salle est d'avis qu'en d'autres circonstances, Oppenheimer aurait transformé l'uranium en or pour financer la recherche sur la planète.